appétit si vous êtes à table. Nous ne le sommes pas encore, nous le serons vers 14h puisque nous sommes avec vous aux environs de 14h depuis maintenant. Bonjour Mandy. Bonjour Yannick. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant le député de la première circonscription. Je vais parler de Olivier Servaille, il sera en direct avec nous. Dans un instant après, nous allons recevoir Jean-Michel Samba. Vous connaissez, Michel Samba, c'est le président et chanteur aussi du groupe Mascaclé. Union programme ces jours-là, ça en plein festival de Bourgoin. Vous voyez que les choses se rejoignent. Et puis, comme d'habitude, on va recevoir Mina Yankamala. On est mercredi et parlera aujourd'hui de psychologie avec nous. Et en fin de programme, Jocelyne Nampry viendra probablement avec une slameuse, Lisa AZ, alias, dit-on, Chrysalide. Voilà un petit peu le programme de nos invités. Restez avec nous. Nous sommes en direct de RHT, qu'on salue comme d'habitude. Et c'est Mandy qui prend la suite pour les infos. Bonjour à tous, bienvenue et voyons donc ce qui fait l'actualité en ce mercredi 12 juillet. Eh bien, après le mouvement de contestation qui avait lieu il y a quelques mois en Guyane, une réunion s'est tenue au ministère des Outre-mer sur le suivi de l'accord signé. Un accord qui contient un plan d'urgence de 1 milliard d'euros pour 30 mesures prioritaires dans les domaines de la sécurité, la justice ou encore l'éducation. Et également la passation de commandement du régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe entre le colonel Yann Le Balk, quittant donc le commandement, et le colonel Sébastien Pellissier. Nous avons donc assisté à cette passation. Et enfin, Coco en toute sauce, c'était la journée qui était proposée par l'association Titac Plis. Après l'avocat l'an dernier, cette fois-ci, c'est le Coco qui a été mis à l'honneur. Voilà donc, et sans plus tarder, on va commencer avec ce premier sujet, comme je vous le disais, en titre. Après le mouvement de contestation qui avait lieu il y a quelques mois en Guyane, une réunion s'est tenue au ministère des Outre-mer sur le suivi de l'accord signé. Un accord qui contient donc des plans d'urgence d'1 milliard d'euros pour 30 mesures prioritaires dans les domaines de la sécurité, la justice ou encore l'éducation. Un reportage signé Maurice Cessy, notre correspondant à Paris. D'abord l'esprit que nous avons pu observer de cette réunion, dans un esprit apaisé, mais avec une vigilance et une fermeté de la part de la délégation guyanaise. Il nous a été présenté et décliné le milliard 9. Nous sommes en grande partie d'accord avec quelques rectificatifs. Nous allons maintenant entamer la seconde partie de la réunion sur les 2 milliards 100. Alors tout reste à faire. À ce stade, je ne peux pas vous en dire plus. Cela a été annoncé par certains membres du gouvernement et c'est la raison pour laquelle j'ai lourdement insisté auprès de Madame la Ministre pour qu'elle nous confirme que le plan de rigueur budgétaire annoncé par le Premier ministre ne touche pas les accords de Guyane. Je crois qu'on a été très clair pour dire à quel point les Guyanais attendaient des réponses positives de la part du gouvernement et qu'aujourd'hui il ne faudrait pas battre en retraite. Donc c'est la raison pour laquelle je sors de là avec un sentiment, je dirais plutôt satisfait, puisque 60% des mesures qui avaient été actées dans le protocole ont été validées et il reste 40% qui, comme cela a été dit dans le document de référence, sont en cours de validation. Maintenant, il faudrait que nous soyons extrêmement vigilants pour que les mesures validées fassent véritablement l'objet d'une inscription budgétaire dans les PLF 2018 et les budgets qui vont suivre sur les années à suivre. Oui, ben c'est d'une manière générale satisfaisant pour la première partie des 1,8 milliard. Maintenant, je me ferai fort de retour en Guyane de présenter aux élus de la CTG l'ensemble des documents pour qu'il y ait un débat, ce soit reconnu, acté et d'une manière générale les 50 millions multipliés par 5 pour les collèges et lycées ont été actés à partir de 2017 et non 2018. La question du bois a été également débattue sur les 3,5 millions à travers un POSEI spécifique pour supporter la concurrence donc, du bois étranger. Nous avons également abordé la question de l'infrastructure, notamment sur la route de Macoria vers Balata. Les différents points tels que l'hôpital de Cayenne sur le fonctionnement, l'investissement. D'une manière générale, la première tranche des accords de Guyane a été largement débattue. Et je pense que là-dessus, on peut sortir satisfait. Maintenant, il restera la deuxième tranche des 2 milliards sur lesquels, certainement, nous aurons d'autres débats avec le ministère et le collectif.
Je vous le disais, la passation de commandement du régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe entre le colonel Yann Lebalc qui donc quitte le commandement et le colonel Sébastien Pellissier qui lui donc va prendre la relève. Eh bien, ça s'est déroulé hier soir sur la place de la Victoire. Après 2 années à la tête du RSMA de la Guadeloupe, le colonel donc est nommé à Vincennes à l'état-major du recrutement de l'armée de terre. Son successeur, le colonel Sébastien Pellissier, vient de l'état-major de la 3e division où il occupait des fonctions de chef de bureau de conduite de la préparation opérationnelle, une passation auquel nous avons assisté. Des images signées Jeff Taylor. Alors un sentiment de plénitude, un petit peu de devoir accompli parce que le RSMA fait des belles choses au jour le jour. Ça ne tient pas à son chef de corps, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, mais l'esprit du SMA depuis 55 ans en Guadeloupe reste et il est porté par à la fois les familles, par les jeunes qui ont le courage de venir au SMA, de passer la porte et qui y trouvent la réussite, et par tous nos partenaires, que ce soit les entrepreneurs qui engagent des jeunes sortant du RSMA, ou d'autres institutionnels tels que le préfet qui était là ce soir par amitié. Donc des très beaux souvenirs, des souvenirs de belles réussites en plus de l'extrême beauté de l'archipel guadeloupéen. Ce qui m'attend, c'est d'aller vers la fonction de recrutement de l'armée de terre qui est très importante en ce moment parce que le dispositif Sentinelle, la menace terroriste, requiert beaucoup de nouveaux jeunes, que beaucoup de nouveaux jeunes passent le pas du recrutement de l'armée de terre et c'est le cas notamment en Guadeloupe. Ah oui, écoutez, les missions heureusement ne varient pas, elles ne changent pas et au service de la jeunesse guadeloupéenne, c'est recruter, former et puis insérer après et essayer de redonner une deuxième chance à un maximum de jeunes de Guadeloupe qui malheureusement, pour des raisons diverses, n'ont pas pris peut-être le bon chemin au départ, et bien on essaie dans un cadre militaire de leur donner une nouvelle impulsion dans la vie. C'est une très belle mission, je suis très fier de prendre ces fonctions. Et la présentation en avant-première du livre Veine et Consciençaille de monsieur Edgar Ferrus, qui est lui président de l'association Contacaz. Il avait été fortement touché par le malheureux événement, souvenez-vous, de violence qui était survenu donc en septembre 2016 dernier devant le lycée Chevalier Saint-Georges. Eh bien, il a sorti un ouvrage qui arbore donc avant tout une dimension sociale en poussant à la prise de conscience donc face à la recrudescence de la violence qui sévit sur l'île depuis quelques années. Eh bien, cet auteur est très impliqué dans le secteur également culturel et la transmission intergénérationnelle et il souhaite aujourd'hui utiliser donc le conte comme un vecteur d'expression et de réflexion permettant de lutter contre la violence. Voyons donc cette présentation qui avait donc lieu au Fort Fleur d'Épée, un reportage signé Vianney Valverde. Ce soir, nous sommes au Fort Fleur d'Épée pour vous présenter le livre de monsieur Edgar Ferrus de Contacaz, qui est justement un de nos prestataires avec qui on propose des randonnées dans les Grands Fonds Sainte-Anne. Et ce soir, en fait, il présente en avant-première son livre Veine et Conscience, qui traite justement des malheureux événements qui sont survenus au mois de septembre devant le lycée de Bainbridge, du Chevalier Saint-Georges, pardon. Et donc il a voulu écrire un livre pour éveiller les consciences de nos jeunes aujourd'hui. En fait, il est ouvert à tout public, les entreprises, les locaux, les institutions, tous ceux qui se sentent concernés par ce problème de violence qui nous touche tous finalement. Contacaz, c'est une association qui a pris naissance dans les Grands Fonds de Sainte-Anne et qui vit dans les Grands Fonds de Sainte-Anne. Mais notre objectif, c'est de nous éparpiller, de transférer, de transposer, de transmettre tout ce que nous avons pu vivre et tout ce que nous vivons dans les Grands Fonds de Sainte-Anne en matière d'oralité sur la Guadeloupe tout entière. Car notre objectif est la transmission, la préservation d'abord, sauvegarder, mais aussi transmettre. Transmettre, c'est diffuser. Faire en sorte que tout ce que le conte a pu nous apporter quand nous étions enfants, que nous puissions, rapporter ces bienfaits aux enfants, mais aussi réveiller les souvenirs chez
les plus grands, parce que les plus grands ont vécu le conte comme nous-mêmes. Cela dit, nous essayons de transposer de manière plus pédagogique, de manière plus ludique, de façon à ce que le conte puisse vraiment accrocher. Aujourd'hui, nous savons que la modernité a pris beaucoup de place, mais pour que nous puissions lutter avec la modernité, il faut effectivement changer de pédagogie, faire en sorte que ça soit beaucoup plus attrayant, plus vivant. Et voilà pourquoi Conte à Case, c'est un conteur ou deux conteurs, des conteurs en tout cas, avec un bruiteur percussionniste, de la chanson, etc. Faire en sorte que quand nous véhiculons le conte, ça soit vivant. Il est midi et 50 minutes, vous êtes en direct donc de RHT Guadeloupe et le ZCL.tv. On revient tout à l'heure, on parlera avec donc Olivier Servaille, on le disait, qui est député de la première circonscription. Ensuite, nous aurons Jean-Michel Samba et on recevra nos deux chroniqueuses, Mina et Jocelyne. A tout de suite. Voilà, il est 12h55. Nous sommes en direct de RHT, Radio Haute Tension de 89.8 et 93.8 comme d'habitude. Et nous sommes aussi en direct de Canal 10 dans le ZCL. Et je vous l'ai dit, on allait recevoir monsieur le député de la première circonscription, Olivier Servaille. Bonjour. Bonjour monsieur Zandronis, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Et les auditeurs de la radio aussi, de Radio Haute Tension. Nous sommes en direct à la radio. Haute Tension aussi, je les salue, je les connais bien. Vous connaissez bien aussi. Oui, oui, tout à fait. On a un partenariat sur le tour, notamment, de la Guadeloupe. Voilà. Alors, on va essayer avec vous, dans le temps imparti, de faire un petit peu le point depuis que vous avez pris vos fonctions de député. Est-ce que vous avez été surpris d'être élu ? Alors, j'ai été content d'être élu et soulagé parce que malgré tout, ça reste une aventure de longue haleine pour moi. Depuis la fin des municipales 2014, j'avais comme projet de proposer ma candidature aux électeurs de la première circonscription. Donc ça fait à peu près 3 ans, oui. 3 ans où on est sur le terrain, on va à la rencontre de la population. Déjà les abîmes c'était grand, alors quand on rajoute Pointe-à-Pitre, Mandalo, Marie-Galante, ça fait beaucoup d'efforts physiques et personnels et de sacrifices aussi. Donc plutôt content et soulagé que les électeurs de la première circonscription aient vu en moi, aient reconnu en moi quelqu'un qui pourrait défendre utilement leurs intérêts au niveau national. Alors il y a quand même une petite contradiction. Aux abîmes, vous passez en tête devant le député ou devant l'ancien maire député, enfin je veux dire, c'est lui qui a fait campagne avec Ozan Ozuel, on le sait, et curieusement vous démissionnez du conseil municipal, alors qu'on avait le sentiment que la porte de la mairie vous était ouverte. Il y a une négociation avec Jalton? Non, on ne négocie pas ce type de choses avec le maire en place. Chacun est dans son camp, chacun reste dans son rang, et nous proposerons à la population le moment venu l'alternative politique, ça c'est clair. Le mouvement Écos-Abîmes a comme ADN politique d'administrer la ville des Abîmes à terme. Donc en 2020, je l'ai dit, je l'ai redit régulièrement à chaque fois qu'on m'a posé la question, le mouvement Écos-Abîmes et ses alliés seront présents le moment venu en 2020. En tout état de cause, c'est vrai que nous avons terminé en tête aux Abîmes, mais aussi à Pointe-à-Pitre, et aussi à Marie-Galante, à Morne-à-l'Eau, à quelques voix près aussi. Oui, donc ça veut dire que les électeurs nous ont fait réellement confiance. Et c'est vrai que c'est une réflexion longue pour moi. Parce que nous sommes frappés par ce qu'on appelle le cumul de mandats. On ne peut pas avoir 3 mandats. Et j'étais donc conseiller régional, député et conseiller municipal et de Cap Excellence. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges avec mes camarades, mes amis, ma famille, mes sympathisants, d'autres personnes aussi. Et le choix, finalement, s'est porté d'un point de vue tout à fait pragmatique. C'est vrai que si je restais sur l'aspect cœur, mon premier mandat, celui où d'abord j'ai été candidat en tête de liste, c'est le mandat municipal, où nous avons pu faire une belle intrusion, je dirais, dans le monde politique, et la population nous a fait confiance. Mais en réalité, où est-ce que je suis le plus efficace pour la population de la Guadeloupe et donc des Abîmes? Au conseil municipal, nous sommes une équipe. Nous avons Madame Azed et puis d'autres aussi, Monsieur Théophile, Monsieur Maxellini, Daniel Marcin, etc. Mais nous sommes dans l'opposition, n'est-ce pas? Donc on peut signaler un certain nombre de dysfonctionnements, mais la décision finale appartient à la majorité. C'est normal, c'est la démocratie. Je suis sûr que celui qui me remplace aujourd'hui, qui n'est autre que mon délégué général, Monsieur Claude Philomain, responsable des affaires politiques, qui a déjà été adjoint au maire des Abîmes sous Daniel Marcin, est un homme qui présente toutes les garanties
outils et les qualités pour assurer avec cette équipe d'opposition la contradiction, je dirais, tout à fait démocratique à l'équipe municipale des Abîmes. Par contre, à la région, bon, je ne serai plus vice-président puisqu'on ne peut pas avoir deux exécutifs, mais je crois que ma mission au développement économique est bien entamée et mérite d'être continuée. Nous avons des résultats qui me semblent intéressants et je veux aller plus loin à la région. Et je me sens utile à la région Guadeloupe et donc aux Abîmiens parce qu'on peut aider les entreprises, on peut aider les artisans, on peut aider les commerçants, on pourrait y revenir si vous voulez de tout ce qu'on a entamé dans le développement économique. Et là, je sais que je suis utile et je sais que j'ai entamé une aventure. Donc vous ne serez plus jamais maire des Abîmes. Vous n'envisagerez plus jamais cette candidature d'Olivier Servat. Je ne parle pas du groupe Écos Abîmes, je parle du candidat Olivier Servat à la mairie des Abîmes. Ah non, mais ça, on ne peut pas dire ça, M. Zandonis. Ah bon, on est loin de pouvoir dire ça. Rassurer les Abîmiens, là. Ou les Abîmiennes. Ah non, on est loin de pouvoir dire cela parce qu'en 2020, comme je le dis, le mouvement sera présent et avec nos alliés. On a fait une belle alliance. Vous avez vu M. Théophile, M. Galantine, M. Marcin, l'équipe du Sud. Ça allait jusqu'à Ibo Simon? Oui, Ibo Simon aussi, qui est un homme qui a des choses à dire sur la circonscription et qui a toujours un écho. Ça m'a fait plaisir qu'il m'ait fait confiance parce qu'il m'avait dit... C'est pas un boulet pour vous? Vous savez, aucun Guadeloupéen ne peut être un boulet parce que tout homme a une vérité et a des choses dont on doit tenir compte. Il y a sûrement un tri à faire dans la brutalité des mots, mais je crois qu'on a des choses sur lesquelles on doit réfléchir et se poser les vraies questions. Et donc, Ibo Simon a eu le mérite de poser des questions avec sa façon de faire, avec son exubérance, parfois son outrance, mais enfin, les questions ont le mérite d'être posées et on doit y réfléchir. Donc, non, pour les Abîmes, nous serons forcément... Donc, c'est ce qu'on appelle un stand-by. Ah non, c'est pas un stand-by, la mission législative. C'est un vrai travail. Oui, c'est un vrai travail, mais enfin, ce ne sera pas la même chose que si vous aviez réussi à faire ce groupe ultramarin dont vous avez bataillé dessus. Alors, il y a quelque chose qui a été dit, et je voudrais que vous nous éclairiez là-dessus. Pourquoi M. Macron n'était pas favorable à la création d'un groupe ultramarin? Bon, c'est intéressant ça. Ça, c'est une question importante. Nous avons voulu créer ce groupe ultramarin. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'à l'Assemblée nationale, le vrai pouvoir politique se situe au niveau des groupes parlementaires. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est eux qui participent à la conférence des présidents de groupe, c'est eux qui fixent l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et c'est eux qui peuvent aujourd'hui intervenir sur les différentes propositions de loi. En plus, lorsqu'on a un groupe, on a des moyens financiers. Financiers aussi, tout à fait. On a des moyens humains et puis on a un pouvoir... Et médiatique aussi, il faut le dire. Et médiatique et politique nécessairement. Donc ça me semblait tout à fait pertinent. Nous avons essayé, courageusement, avec assiduité, nous avons rencontré quasiment l'ensemble des parlementaires ultramarins. Je dois signaler avec grand plaisir que les 4 parlementaires guadeloupéens étaient d'accord avec cette idée-là. Ils étaient tous d'accord? Tous d'accord, que ce soit Hélène Vainqueur, que ce soit Justine Benet, Max Mathias et moi, nous étions d'accord, nous étions à l'unisson de cela. C'est un exemple unique au niveau des territoires ultramarins. Je dois signaler que Victorien Lurel a participé à cela aussi. Et que vous a donné un petit coup de main, un petit coup de pouce avec ses... Plus que ça, il a essayé avec moi, avec aussi le président Chalus. On a essayé à l'unisson de pouvoir, avec le président Losbar, qui faisait ça d'assez loin aussi, d'essayer de faire les choses. Il se trouve que l'idée n'était pas mûre, même si tous les ultramarins nous disaient que le principe est bon. Mais par contre, vous savez, ce qui se passe, c'est que souvent, les ultramarins sont dans des petits groupes où ils ont une aura qui peuvent s'exprimer. Par exemple, le groupe du GDR, les communistes, le groupe de la Nouvelle Gauche, et ils voulaient aussi par fidélité à leur groupe ancien, ne pas les laisser parce qu'il se pourrait que ces groupes ne puissent plus être formés parce qu'il fallait un minimum de 15 personnes. Donc nous avons compris cela, accepté ça, nous n'avons pas le choix. On a rencontré les Corses. On a beaucoup à apprendre des Corses. Ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord à 100%. Ils étaient 3. Combien? 4 aussi? 3. Nous sommes arrivés jusqu'à 13 parlementaires, il en fallait 15. Mais vous savez, simplement, il faut être patient au niveau parlementaire, au niveau hexagonal. Il faut que les choses mûrissent au fur et à mesure et on ne peut pas avoir raison tout seul. Donc, puisqu'on considérait que c'était une bonne idée, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la délégation outre-mer. Mais attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, dites-moi. Pourquoi M. Macron n'était pas... Alors oui, M. Macron est président de la République. Il est président de l'exécutif. Donc, il a un parti qui s'appelle La République En Marche. La République En Marche. Vous êtes membre de La République En Marche? Bien sûr. Encarté et tout? Alors oui, l'encartement se fait par Internet. Mais je suis encarté, République En Marche, comme je suis encarté, GUSR aussi. Et donc, il n'a pas voulu, il ne souhaitait pas
parce que... Il vous l'a dit personnellement? Il me l'a dit par l'intermédiaire de son conseiller spécial à l'Élysée, que j'ai eu à aller à l'Élysée, à échanger sur cela. Oui. Je leur ai dit... On appelle une convocation. C'est ça, en bonne et due forme, mais très cordial, mais c'était ça. Ils ont eu à me dire qu'ils n'étaient pas pour. J'ai eu à leur dire que j'essaierais malgré tout, en toute cohérence avec la République en marche, parce que je suis fidèlement là pour défendre la réforme de la France qu'a proposé le président Macron et que j'ai défendu et à laquelle j'ai participé dans le programme Outre-mer. Donc ça, il n'y a pas de souci avec le président Macron. Simplement, vous savez, il préfère avoir simplement un groupe fort, plus important, où il n'y a pas de dispersion. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'au final, nous étions tombés d'accord sur quelque chose, c'est qu'il était en mesure d'accepter que ce groupe se fasse à la seule condition qu'il n'y ait pas de récupération de députés ultramarins issus de la République en marche dans ce groupe, pour ne pas affaiblir le groupe. Donc, ça s'est fait en toute intelligence. Mais, alors, je vous disais, donc il n'était pas pour ces raisons-là. Mais il n'était pas farouchement contre. Par contre, il y a ce qu'on appelle la délégation Outre-mer. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots? Cela existe au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a deux délégations, la délégation droits de la femme et la délégation Outre-mer. La délégation droits de la femme a été reconnue par la loi il y a quelques années et elle a des moyens financiers humains, des administrateurs. C'est un vrai groupe Alors, ça n'est pas un vrai groupe politique parce qu'il n'a pas le pouvoir du groupe politique. Par contre, cette délégation Outre-mer a été reconnue par la loi égalité réelle récemment. Et ça veut dire qu'elle a une existence légale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra y faire? Eh bien, on pourra demander à avoir des moyens humains. Je peux même vous le dire, nous avons déjà quasiment obtenu le principe d'avoir un attaché parlementaire issu du groupe En Marche qui va nous aider sur ces délégations Outre-mer. Ensuite, on peut avoir des administrateurs. Ça, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui pourra nous les accorder. Et puis des moyens financiers tels que la délégation des droits aux femmes. Et qu'est-ce qu'on fera? Puisqu'il y a tous les parlementaires ultramarins qui y siègent de droit, les 27, plus 27 parlementaires hexagonaux qui y siègent aussi. Ça fait 54. Et bien, on va pouvoir faire un processus, une direction collégiale pour pouvoir abonder sur l'ensemble des problématiques outre-mer. Et qu'est-ce qu'on va proposer? Eh bien, on va proposer, par exemple, que sur tous les projets de loi, qu'on puisse ex-ante, c'est-à-dire avant l'adoption de la proposition de loi, avoir l'adaptation ou bien la réflexion concernant les outre-mer. On va pouvoir aussi participer en commission, parce que c'est en commission que ça se passe, sur l'ensemble des études des propositions de loi, pour réfléchir aux problématiques ultramarines. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir petit à petit avancer vers l'objectif initial. C'était quoi? C'est de pouvoir faire entendre de façon unifiée la voix de l'outre-mer. Alors, comme nous sommes vus aussi à la Martinique, en Guyane, j'aimerais, sur cet aspect que vous venez de développer, savoir pourquoi M. Letchimy a été opposé à ce groupe, puisqu'il n'est pas membre de En Marche. Et j'ai toujours compris qu'il était en accord avec M. Lurel sur plein de points. Et tout le monde a été étonné du fait de son opposition, on peut même dire radicale, à la création de ce groupe. Comme je disais, il faut simplement, on ne peut pas avoir raison tout seul, il faut prendre le temps par la pédagogie. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, de convaincre nos partenaires. Et c'est ce que nous avons entamé avec ce groupe, c'est ce que nous allons continuer avec ces délégations. Monsieur Letchimy qui nous a confirmé, on a fait une réunion, qu'il trouvait l'idée intéressante, mais qu'aujourd'hui, ils étaient dans un groupe Nouvelle Gauche et qu'il fallait aussi que ce groupe puisse s'exprimer et qu'ils avaient les moyens d'expression de l'outre-mer à travers ce groupe et que surtout, ils avaient aussi une crainte, Erika Barrette, c'était pareil, une crainte que nous soyons ghettoisés si nous faisions ce groupe outre-mer. Ce que je ne pense pas, puisque c'était simplement le moyen de faire entendre de façon uniforme et cohérente les intérêts de l'outre-mer. Bon, vous savez, c'est ainsi, les parlementaires, eux, sont là depuis un peu plus longtemps, ils ont leur vision, il faut qu'on avance petit à petit, mais en tout cas, je ne désespère pas d'avancer sur ce point-là. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, à l'intérieur de la République en marche, le groupe, je veux dire, est un petit peu perdu, parce qu'on sait très bien que si vous aviez un groupe particulier des ultramarins, l'accession à la parole aurait été beaucoup plus facile, le temps de parole aussi. Et là, dans un groupe où il y a plus de combien, 260? Ah non, 314. 314. Plus les modems, à peu près 40, ça fait 353. 353. Votre temps de parole sera extrêmement limité et réduit, je veux dire, sur les 5 ans. C'est une bonne question et c'est souvent une préoccupation des députés. Oui. Alors,
c'est vrai, il y a cet inconvénient, c'est que l'exposition simplement lors des questions au gouvernement sera moindre. Oui. Mais vous savez, l'essentiel du travail parlementaire ne consiste pas à poser des questions au gouvernement. Je vous le dis. Oui. Et l'avantage, par contre, c'est d'être dans le groupe majoritaire. Tout à fait. Je peux vous dire que j'ai accès quasiment directement à tous les ministres et au Premier ministre. Oui. Et ça, c'est un avantage. On a déjà rencontré le Premier ministre, le ministre Hulot, le ministre Girardin. Je les ai déjà sensibilisés aux problématiques notamment du chlordécone, des sargasses, de l'outre-mer. Je suis à la commission des finances. Oui. J'ai pu y être parce que je suis dans le groupe majoritaire, une commission extrêmement prestigieuse. J'ai déjà eu à défendre les intérêts concernant la surrémunération des fonctionnaires parce qu'il faut qu'on en parle sérieusement. Alors justement, c'est une question essentielle pour beaucoup de Guadeloupéens qui vous écoutent. Oui ou non, le gouvernement veut supprimer cette surrémunération, c'est-à-dire les 40%, pour aller vite? Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore au niveau du gouvernement. Le gouvernement a commandé une étude de la Cour des comptes et M. Migaud, premier président de la Cour des comptes, nous l'avons auditionné à la commission des finances. C'est là où ça se passe. Le vrai travail se passe en commission des finances. C'est là où on a adopté les amendements ou pas, vraiment. Et j'ai eu à lui poser des questions concernant son affirmation que j'ai qualifiée d'insatisfaisante et de non étayée sur l'idée que la surrémunération des fonctionnaires constituait un avantage injustifié. Parce que, oui, non, c'est faux, parce que eux-mêmes reconnaissent. Et j'ai eu à le lui dire. Et je n'ai pas eu de réponse sur ce point-là. Il n'a jamais acheté un pot de yaourt en Guadeloupe et après l'acheter à Paris pour voir un peu la différence de prix? Oui, c'est pour cela qu'ils demandaient eux-mêmes d'avoir des études beaucoup plus exhaustives, beaucoup plus détaillées. Et quand ils font référence à des études, ils font des références à des études de 2000. Ah oui, oui. Donc de 17 ans. Depuis, hein. Donc ça n'est pas sérieux comme travail, je le lui ai dit. Et nous allons bien évidemment être extrêmement vigilants pour ne pas laisser des stéréotypes et des idées préconçues être distillés comme ça, de façon brutale, oui. Et je dirais non fair play sur l'outre-mer, parce que... C'est un sujet qui revient régulièrement, c'est très récurrent. Hein. Eh ben, je peux vous dire qu'avec notamment le député Serville de la Guyane, qui est aussi en commission des finances, on sera vigilant pour que ce sujet vienne, mais de façon tout à fait respectueuse des outre-mer, respectueuse aussi des analyses économiques qui n'existent pas encore. Donc on va au moins demander à ce qu'il y ait des analyses économiques pour mesurer l'avantage et l'intérêt de la surrémunération sur l'économie, et on ne peut pas laisser comme cela proférer, je dirais, des menaces gratuites et qui font du mal à l'outre-mer. Pourquoi? Pour deux raisons. Le gouvernement est sur cette ligne ou alors le gouvernement serait favorable à... Pour l'instant, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur cela, mais je peux vous dire que nous sommes en lien avec Gérald Darmanin, ministre du Budget, en lien aussi avec Monsieur le maire, et donc on est extrêmement vigilant sur cela. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur cela, mais ils ont suivi les auditions. Parce que il y a la volonté de supprimer la taxe d'habitation. Oui. C'est dans l'air. Oui. Et donc j'ai entendu Madame Maubry qui disait oui, on supprime, mais ça veut dire que le gouvernement risque d'avoir un déficit. Alors est-ce que c'est sur une numération qu'on veut récupérer une partie du déficit qui sera visible si demain cette taxe d'habitation est supprimée? Pas question. Parce que vous êtes aux finances, donc c'est une question qui viendra sur le tapis. Pas question. Monsieur Migaud a d'ores et déjà dit et reconnu que si d'aventure, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, cette surrémunération était revue, le budget consacré serait reversé pour l'outre-mer. Donc il n'est pas question de faire des économies sur le dos de l'outre-mer, il l'a réaffirmé. Mais au-delà de cela, je suis sûr qu'il y a des incidences positives sur l'économie de notre population et sur le fait de pouvoir assurer un pouvoir d'achat à ceux qui peuvent dépenser et donc avoir recours aux artisans, aux commerçants pour assurer le fonctionnement de l'économie, que ces 40% ont un rôle fondamental à jouer. Au-delà de cela, il faudra donc, je l'ai dit, des études pour pouvoir justifier cette affirmation qui, à mon avis, est fausse, mais il faudra qu'on y arrive. Concernant le gouvernement, il n'a pas pour objectif de faire mal et d'abîmer l'outre-mer, sachant que ils sont très attentifs à l'outre-mer, ils ont vu ce qui s'est passé en Guyane, ils savent ce qui s'est passé en Guadeloupe, ils savent, et je leur ai rappelé que la Guadeloupe souffre, que nous avons 60% des jeunes au chômage, 30% des jeunes, 30% des personnes au chômage, nous avons une insécurité 3 fois plus violente que les territoires les plus violents de France, nous avons aujourd'hui des problèmes de santé publique, on ne peut pas se permettre de traiter l'outre-mer avec légèreté et rassurez-vous, les députés ultramarins et notamment moi, nous sommes tout à fait là pour cela.
Alors, Victorine Lurel, que vous avez rencontré dans les couloirs de l'Assemblée, j'imagine, est sur le point de lancer un nouveau groupe politique. Vous le savez, je pense qu'il vous a même fait part de son désir. Vous serez prêt à adhérer à ce nouveau parti lurélien? Alors très franchement, je dois vous dire que il m'a pas parlé de ça, j'ai pas tellement entendu ça. C'est un parti guadeloupéen ou bien Guadeloupéen, pas en France. Ah bon? Guadeloupe. Non, mais vous savez, nous sommes chacun dans un camp aujourd'hui. Moi, je suis au GUSR, n'est-ce pas? On a des relations tout à fait cordiales. Victorine Lurel a fait beaucoup pour la Guadeloupe, mais en fait, nous sommes chacun dans notre camp, n'est-ce pas? Et mon camp aujourd'hui, c'est le GUSR, c'est mon mouvement Ecosabim, c'est l'équipe régionale avec Harry Chalus, et chacun reste dans son camp. D'accord, c'est la réponse traditionnelle, mais enfin, on verra. Alors, bon, je sais ce qui s'est passé, le mouvement, les homos sont montés au créneau contre vous, on craignait que ça ait des incidences sur votre mandat parlementaire. Est-ce qu'aujourd'hui ça s'est calmé un petit peu, la LGT, enfin, tous ces groupes qui défendent le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir homo en France, est-ce que ça s'est calmé sur vous un petit peu, ou il continue à vous embêter? C'est-à-dire que ça ne se calme jamais vraiment. Et les LGBT, effectivement, j'ai prévu de les rencontrer. Ah, vous allez les rencontrer? Ah oui, bien sûr. Oui. Il faut qu'on puisse se parler, n'est-ce pas? J'ai eu à m'expliquer sur mes propos d'il y a 5 ans. J'avais présenté... Il y a 5 ans, hein. Il n'y avait pas de prescription? Apparemment, pas de prescription médiatique, en tout cas. Et donc, j'ai eu à présenter mes excuses à tous ceux que ces propos auraient choqués. Maintenant, il s'agit d'avancer. La loi est passée, c'est fait. Il s'agit maintenant de voir avec eux les voies et moyens pour défendre les droits de ce que j'appelle ceux qui peuvent être en difficulté, y compris sur nos territoires. Oui. Bien, alors, 2 petits mots quand même sur la région, où vous y allez quand même. Tout va bien en ce moment? Sur quel point de vue tout va bien? Bon, alors on va parler de ce qui fait encore problème, l'organigramme. J'ai vu dans le journal quotidien qu'on recrutait des directeurs par voie de... ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que l'organigramme est convenable, fonctionne bien aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il faut encore resserrer les boulons? Vous savez, on a pris le temps de voir comment fonctionnait la région. Oui. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de brutalité lorsque nous sommes arrivés dans le traitement. Du droit de chasse aux sorcières, d'accord? Non, il n'y a pas eu cela. Non, c'est vrai. Bon. Après le temps de l'observation, il faut le temps de l'action. Oui. Et nous avons observé un certain nombre de points d'amélioration. Et courageusement, l'équipe régionale, dont je suis tout à fait solidaire, avec l'équipe de fonctionnaires, notamment M. Guédu, un homme très sérieux, d'expérience, et tout à fait. Voilà, il va être 13h30 dans 1 minute en direct de RHT du ZCL. On salue nos chroniqueuses. Bonjour Jocelyne. Bonjour Danick. Tout va bien? Bonjour Mina. Bonjour à tous. Bonjour Chrysalide. Bonjour Danick. Et bonjour Mina. Bonjour. Mina, donc c'est la dernière chronique pour la saison 1, sa première saison, et qu'on reverra l'année prochaine. En 2e saison? Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors elle le dit. Je pose pas la question pour Jocelyne. On va y revenir tout à l'heure. Alors, avec Mina, on va parler des secrets de famille. Alors, secrets de famille, normalement, on ne devrait pas en parler. Ce sont des secrets. Tout doit être doit dit pour un bon équilibre et une bonne santé. Alors, c'est quoi ces secrets de famille? Donc la famille, avant tout, c'est un ensemble d'individus qui sont réunis par des liens de parenté. Et on peut dire que la famille existe à partir du moment où il y a un couple avec un ou plusieurs enfants. Comme c'est le cas avec la famille Obama, où Barack et Michelle ont 2 filles. On parle aussi de familles recomposées, quand il s'agit de rassembler des enfants qui sont nés d'un autre père ou d'une autre mère à l'intérieur d'un même foyer. Et on peut aussi parler de familles politiques quand des membres d'un même groupe politique ont une même direction pour faire avancer la société et améliorer notre vie. Donc on peut voir l'image
du G7 qui représente les 7 plus grandes puissances du monde, avec donc le président Macron qui représente la France. Alors, les secrets de famille. Alors, moi, j'ai lu un ouvrage sur les secrets de famille. On dit souvent que toute famille recèle un certain nombre de non-dits, quelquefois, qui font que ça reste dans le cadre familial et on ne doit pas le faire remonter. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, ces non-dits vont être symptomatiques dans la famille, et on peut en quelque sorte dire que quand il y a ces non-dits, que la famille est malade. Donc on va pouvoir objectiver qu'il y a un problème avec un outil très simple qui est l'arbre généalogique. Oui. Donc cet arbre généalogique, donc il commence tout en bas, donc en commençant par soi-même, et donc on remonte petit à petit avec le père, la mère, sachant qu'ils ont chacun un père et une mère, et on remonte tout en haut de l'arbre généalogique pour arriver aux arrière-grands-parents. Voilà. Donc cette représentation sous forme d'arbre permet vraiment de comprendre que les membres d'une famille sont tous reliés entre eux par une histoire familiale, et qu'il n'est pas possible de séparer ces éléments-là pour avoir une famille en bonne santé. Et ces histoires familiales se traduisent, enfin se répercutent, se transmettent de génération en génération ou pas? Oui, tout à fait. Donc on peut parler de bons secrets, oui, qui vont protéger les personnes concernées, mais il y a aussi des mauvais secrets qui peuvent faire du mal à des générations pendant très longtemps. Et ces secrets, bons ou mauvais, doivent-ils être oralisés ou pas? Il est nécessaire qu'il y ait une communication qui circule, hein, donc en communication, tout peut être dit, mais tout est dans la manière, et donc ça a pour effet de maintenir la famille en bonne santé. Alors, une question qui vous est tout à fait propre, quel est le rôle d'un psy dans ce cadre-là? C'est-à-dire quand vous avez des problèmes, des secrets familiaux, un membre de la famille vient voir le psy ou la psy, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à ce moment-là? Qu'est-ce que vous lui dites? Donc, il y a une branche de la psychologie qu'on appelle la thérapie systémique et familiale, oui, et qui présente l'intérêt de recevoir toute la famille. Toute la famille? Voilà, de toute la famille, et de pouvoir trouver qui est le bouc émissaire dans cette famille, qui porte en quelque sorte le mal de la famille. Voilà, et de comprendre quelle est la souffrance qui est installée derrière, et comment libérer cette personne pour qu'elle soit considérée et reconnue par les autres. Et c'est le rôle de la psy, du psychologue, d'entendre, de faire l'écoute, ou alors de conseiller? Comment agit le psy dans ces cas-là? Donc il agit au niveau du groupe, oui, et en même temps au niveau des individus pour voir ce qui pose problème. D'accord. Voilà, et libérer cette communication. Ça peut fonctionner. Oui. Et donc on va pouvoir prendre l'exemple de la famille d'un écrivain célèbre, Ernest Hemingway, oui, qui est un célèbre écrivain américain du vieil homme et la mer. Et dans sa famille, donc on peut constater que lui-même, sa sœur Ursula, son frère Leicester et aussi son père Clarence se sont suicidés. Oui. Voilà. Et bon nombre de personnes dans cette famille ont différents troubles mentaux. Donc quelque part, donc cet exemple montre bien que les troubles mentaux, hein, donc ça peut être tout simplement une dépression, hein.
une dépression, des angoisses, mais ça peut être le fait aussi de personnes intellectuelles. D'accord. Non, enfin, la dernière question était relative à cette thérapie. La thérapie, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, de parler de ces choses-là, de sortir ce qui est enfoui, ou au contraire d'enfouir plus profondément ce qu'il est déjà. La thérapie familiale va permettre de donner à chacun des membres de la famille des ressources pour verbaliser ce qui fait souffrance. D'accord. Et donc, ces secrets, donc ça peut être concrètement le fait qu'un membre de la famille ne connaissent pas son vrai père, ou qu'il y ait une maladie qui est cachée dans la famille, ou encore le suicide d'un membre de la famille. Donc ce sont autant d'exemples de ces secrets de famille. Et il est important que la vérité soit dévoilée. Oui. Dans la mesure où les personnes seront capables de l'entendre. Et ça ne crée pas de traumatisme supplémentaire? Toutes les vérités sur un secret de famille qui serait... ça peut aller de l'inceste au viol ou au crime. Est-ce qu'en faisant remonter ces secrets, ça ne peut pas traumatiser les plus jeunes ou les plus fragiles? Bien au contraire, la communication sur ces secrets de famille permet de restaurer le lien et que la victime, par exemple, d'un inceste puisse avoir le soutien de ses proches et être reconnue dans son positionnement de victime. D'accord. Voilà, donc ça ne peut on a être que vu bénéfique. Michael Jackson et compagnie, il y avait un secret de famille. Enfin bon, le père de Michael avait été un petit peu particulier avec ses enfants, et on a vu ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un sujet très sensible et très délicat, c'est sur le secret de famille. Il sera de nouveau traité, ou bien tout a été dit? C'est un sujet intarissable, on peut dire, hein, donc il pourrait être abordé sous d'autres formes. Ouais. En tout cas, Mina, merci de nous éclairer sur cette question. Je suppose que nos téléspectateurs aussi ont appris des choses, et puis on vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Je crois que vous avez déjà un pied dans les vacances, et puis on va vous retrouver avec plaisir à la rentrée en septembre, la première semaine de septembre. Il n'y a pas de secret là, ce sera la rentrée de Jet Set, c'est la première semaine. Donc on vous souhaite de merveilleuses vacances, et puis on salue la tenue particulière et qui vous sied bien, il faut le dire. Allez. Merci. Voilà, il est 13h39. Le dernier sujet avant qu'on clôture avec Jocelyne et son invité. Oui, on termine avec la fête du bois. C'était donc la fête du bois à Pointe-Noire durant 3 jours, du constructeur de maisons de bois à l'ébéniste pour vous l'ameubler, en passant par le charpentier, le menuisier ou le cuisiniste. Plus de 40 exposants des métiers traditionnels du bois étaient au rendez-vous. Au programme des démonstrations, des conférences, débats, des bics à parole, des lait roses et même des artistes étaient invités. Retour cet événement, un reportage signé Jean-Pierre Larochelle. Nous sommes dans la continuité, puisque très longtemps, bien avant nous, le bois a été mis en valeur dans la commune de Pointe-Noire, parce qu'entre la mer et la montagne, vous savez que les Pointe-Noiriens, ils ont beaucoup évolué avec le bois. 59% de la superficie de la commune, c'est une région forestière qui a du bois. Donc effectivement, c'est la deuxième édition depuis la création de l'association des métiers du bois, que nous allons vivre avec la Guadeloupe tout entière, qui viendront nous visiter d'aujourd'hui jusqu'à
jusqu'à dimanche soir. Les innovations, c'est que nous permettons à tout un chacun, notamment à travers l'association, de s'exprimer. Nous avons même les salles des plaines où nos enfants qui travaillent le bois vont exposer, et aussi tous les artisans de la Côte-sur-le-Vent, de l'agglo du Nord-Bastère vont participer, et aussi d'autres artisans de la Guadeloupe viendront échanger et voir ce que nous pouvons faire ensemble sur le territoire de la Guadeloupe. L'Office de tourisme est en quelque sorte le fondateur de cette association des métiers du bois, pour la raison que nous, Office de tourisme, nous avons beaucoup de sollicitations de nos visiteurs, je veux parler des touristes qui passent sur Pointe-Noire et en Guadeloupe, et qui nous disent qu'ils souhaiteraient apporter quelque chose chez eux, un souvenir, mais quelque chose qui soit fabriqué en Guadeloupe, et notamment à Pointe-Noire. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons créé cette association des métiers du bois pour organiser les artisans, afin qu'ils puissent se donner des moyens professionnels et de porter une réponse à cette demande. Je suis particulièrement touché de voir que des jeunes prennent la relève, prennent le relais dans un élan de solidarité, de pugnacité, de perspicacité, de manière à ce que non seulement Pointe-Noire redevienne la capitale du bois, mais aussi et surtout que l'économie de la Guadeloupe et la culture guadeloupéenne en soient les premiers à en profiter. La filière bois, c'est vraiment une filière qui a de l'avenir et on peut faire des plans de vie autour. Donc, nous avons prévu quand même de faire une production chaque année, c'est-à-dire avoir notre propre catalogue, donc c'est en cours. Okay? Donc, ce qui fait que l'édition de 2018 sera vraiment du jamais vu. Voilà, il est 13h42. Il nous reste 18 minutes pour conclure avec Jocelyne Nampry et le Coco et les abricots. Donc c'est tout de suite le générique. C'est parti. Rebonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et du ZCL en particulier et aux auditeurs de RHT. Aujourd'hui, comme c'est ma dernière pour la saison de Coco et Abricots, j'ai voulu faire découvrir aux Guadeloupéens, alors que j'avais déjà fait une première fois pour les Marais Garmentais, une slameuse de talent que je trouve, qui s'appelle Lydie Z, alias Chrysalide. Merci. Et je lui ai donné un exercice de style à faire. Je lui ai dit, bon, tu devras faire un slam en rapport avec la chronique que j'ai présentée aujourd'hui. Et ça fait seulement 2 jours que je lui ai donné, alors qu'elle avait beaucoup de temps, mais elle a réussi à passer, disons quoi, elle a réussi dans ce domaine. Et en plus, elle m'a fait l'honneur de faire un slam en honneur, on peut dire, de Danique, des chroniqueuses et du ZCL. Oui, donc je vous laisse découvrir Lydie Z, alias Chrysalide, dans son poème pour le ZCL. Très bien, bonjour à tous. Alors, donc le poème intitulé ZCL. Z, c'est elle. Chroniqueuse plurielle. Zandounis créole live. Coco et Zabrico alive. Zone Caraïbe by night. Dans le Zion Caribbean sunlight. Que de chroniqueuses, toutes très belles. Plein feu sur elle. De quoi vous donner des ailes. Présentation intemporelle, animée par Jocelyne, sans mépris, l'incontournable Jocelyne Nampry. Voluptueuse décrypteuse de tendances, à l'approche des vacances, de quoi nous mettre en transe. La Caraïbe ou les Amériques, bon repos très cher Danique, amplement mérité, pour retrouver à la rentrée les auditeurs d'RHT, impatients de se lécher les babines sous couvert de l'irremplaçable Martine. À bientôt pour de nouvelles fragrances, en vogue, actuelles ou en freelance. Bonnes vacances à tous, profitez des soirées mousse. Merci bien, on va applaudir. Merci, on va noter, on va la garder d'ailleurs, on va la publier sur le site bientôt. Merci. Et donc, l'exercice de style, encore bravo, Chrysalide, c'est magnifique. Hein. L'exercice de style que je lui ai donné, c'était vraiment de faire un slam en rapport avec le vélo. D'accord. Et je lui ai dit qu'il y a 2 jours, et elle a réussi, et c'est vraiment une primeur pour moi. Donc, je vais découvrir ce qu'elle a à dire sur le vélo, et ensuite, j'essaierai de passer derrière elle, on verra.
Alors, Chrysalide, le vélo. Bon, comme tu veux. Alors, le vélo. Voici venu l'été. Retrouvons le plaisir de pédaler à la découverte de lieux insolites, loin du sentier des hypocrites. Pensez à vous hydrater, consommer sucré, bananes, oranges, fruits secs. Évitons les salamalecs. Sans oublier la crème solaire pour supporter le climat insulaire. À chacun son vélo, tricycle ou VTT, paré pour la randonnée. Laissons de côté les modems, préférons le tandem. Vélocipède, vélomoteur, il ne faut pas que tu aies peur. Guadeloupe authentique, au programme, culture, histoire et alambic. Découverte de sentiers battus, à la recherche du temps perdu. Parcourant les chemins à la loupe, en route pour le Tour de Guadeloupe. Barolin, Molia, Carène, bienvenue dans cette arène. La prudence étant de mise, bien huiler son entreprise. Allez messieurs, mettez-nous en transe, on n'a rien à envier au Tour de France. Je ne vous demande pas l'aumône, je veux juste vous voir en jaune. La couleur du soleil, et le monde s'émerveille. Elle est pas belle la vie? Pourquoi pas un contre-la-montre à midi? Au menu, un bon chaudage, serein pour le contrôle antidopage. Vive le sport, tant qu'il transpire par tous les pores. L'été sera chaud au son de vélo. Merci. Bravo. Donc c'est vraiment que les Guadeloupéens se souviennent de ce nom, Chrysalide, parce qu'elle prépare un livre, un recueil de poésie, suivi peut-être aussi d'un livre audio. Donc tout cela dans la même mouvance, dans la même énergie. Donc qui se souviennent, Chrysalide, elle se produit parfois dans différents endroits. Lesquels? Alors l'appart éventuellement, l'appart, la suite à Marie-Galante. Donc le Terre de Blues de Marie-Galante. Tu as oublié le Mélodis Café. Ah oui, le Mélodis Café au Lamentin, oui, mais bon, voilà, enfin dans ces endroits-là. Voilà, merci. Donc alias Chrysalide. Merci. Donc, je vais avoir du mal de passer derrière elle. En parlant du vélo, elle a tout dit. C'est quand même. Oui, c'est gentil. J'essaye quand même. Il va falloir pédaler. Mais oui, et pas dans la semoule. Hein. Voilà, ça, c'est clair. Donc, je vais parler du vélo et de son histoire déjà et de ses bienfaits. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait 2 siècles, jour pour jour, que le vélo a été inventé. Et oui. 2 siècles jour pour jour. Il a été inventé le 12 juillet 1817 par le baron Drey. Et voilà. Donc, je suis raccord avec l'actualité pour une fois. Oui. Donc, ce baron était âgé, c'est un Allemand, il était âgé de 32 ans et il a eu l'idée de faire une poutre de bois qui reliait 2 roues en bois. Donc, c'était vraiment quelque chose de tout en bois. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait en faisant rouler. C'était ça l'ancêtre du vélo. Voilà, donc. Et l'année suivante, en 1918, il a déposé le brevet et de la Drésienne, c'est devenu vélocipède. Toujours pareil, ils l'ont un peu arrangé, un peu affiné, mais toujours pareil, on était à Califourchon et on marchait. On marchait un peu plus vite. Par contre, la première personne qui a fait les pédales, c'était M. Marcel Michaud, un serrurier, et c'est en 1861. Comment? Parce qu'on lui avait emmené un vélocipède à réparer qui tournait mal. Donc son fils l'a pris pour l'essayer et son fils lui a fait la remarque, mais c'est inconfortable, on peut pas garder son équilibre longtemps. Et bien lui, l'idée est venue qu'il mette des pédales, mais aux roues. Et c'était vraiment, c'était pas au milieu, c'était dans les roues. Et et c'était comme ça que sont nées les premières pédales et ça a permis vraiment de pédaler plus facilement, si on peut dire, d'avancer. Donc ensuite, dans la même mouvance, c'est le grand bi, parce qu'on a dit bon. En pédalant, on fait des petits mouvements, on fait des petites distances. Donc, si on agrandissait la circonférence de la roue, on pourrait faire de plus grandes distances. Et c'est ce qui s'est passé avec le grand bi. Le grand bi, il pouvait atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Il fallait vraiment monter sur une échelle, un escabeau, pouvoir monter dessus. Et c'était très, très, très dangereux. Mais c'est vrai, il faisait de plus grandes distances. Ça a été. Toujours en 1880, on se rapproche du vélo qu'on connaît maintenant avec la chaîne.
c'est quelqu'un donc on a mis la chaîne. Ensuite, ce sont les vitesses qui sont arrivées. On ne nomme pas les personnes réellement qui ont... Tu sais, ce sont des rencontres fortuites. Donc, ça s'est fait, mais on acte que c'est en 1880 que ça a été fait. Et en 1891, en France, Michelin a fait un prototype de caoutchouc, parce que jusqu'à maintenant, les roues étaient en bois et en fer. Les roues étaient en bois. Toujours en bois et en fer. Et Michelin a eu l'idée fabuleuse de faire un prototype avec du caoutchouc gonflé, enfin avec un bouillot, c'est ça, on veut dire, gonflé à l'air, et il l'a présenté lors d'une première course. Mais juste avant, il s'est inspiré de l'idée que Dunlop avait fait. Dunlop était un vétérinaire, il était écossais, et il s'est inspiré de l'idée de Dunlop, du caoutchouc, et Michelin l'a développé en France. Donc ce sont les deux grands, Michelin et Dunlop. Et disons qu'on va arriver vraiment à la fin, vraiment de la progression, la grande progression du vélo, avec la création, l'invention des vélos pliants, et en 1815. Et l'armée française, durant les deux grandes guerres, ont utilisé ces vélos pliants. C'était dans les bardages, c'est-à-dire que les soldats, que ce soit dans la première guerre 14-18, que ce soit dans la deuxième guerre 39-45, ils avaient leurs vélos pliants qui portaient en bardage sur leur dos, et à la moindre occasion, ils sortaient pour pouvoir se déplacer plus facilement. Ensuite, maintenant, nous arrivons aux vélos modernes qu'on utilise de nos jours. Avec, maintenant, on les trouve en carbone pour aller plus vite, c'est de plus en plus léger. Ce sont des engins qui ont la classe d'un bolide. Ils sont très chers, très performants. Et beaucoup d'associations et de clubs sportifs connaissent le prix, parce que voilà, donc ça permet à leurs cyclistes d'aller plus vite, bien entraînés. Et les images sont magnifiques. Donc nous allons laisser un peu de côté les différentes courses que nous pouvons voir. Surtout en ce moment, il y a le Tour de France. Et le Tour de la Martinique. Et le Tour de la Martinique. Voilà, bientôt nous aurons le Tour de la Guadeloupe aussi, il ne faut pas l'oublier, et de la Guyane. Dernièrement, on a passé le Tour de Marie-Galante, donc ce qui est intéressant. Mais là, je voulais parler des bienfaits du vélo. Donc les gens qui en font, et ils peuvent attester que c'est vrai. Donc c'est bon, c'est au niveau de l'appareil cardio-musculaire pour le cœur. Ça permet, c'est un anti-stress, ça permet de bien dormir. Ça, au niveau de la circulation sanguine, donc ça l'active. Et même certaines personnes disent qu'au niveau sexuel, ça permet d'aller mieux. Pourquoi? Parce que le sang circule bien. C'est qu'on pédale. Ah, je ne sais pas si ça vient de là, l'expression, mais en tout cas, il paraît que ça va très bien. Donc, ça renforce le système.